Les fourmis sont omniprésentes, sous nos pieds, dans nos jardins, mais aussi dans des lieux où les conditions de vie sont extrêmes. Déserts, forêts tropicales et massifs rocheux. Pour la science, la population myrmécène est fascinante. Certaines espèces peuvent se cloner, faire de l'élevage ou cultiver des champignons, tandis que d'autres se livrent des batailles ou encore sécrètent un des poisons les plus dangereux du monde, capable de tuer un homme. Chaque espèce possède des atouts pour survivre dans leur milieu. On en a dénombré environ 12 000 espèces dans le monde et 180 en France. Les fourmis représenteraient 75% de la biomasse des insectes. Si on observe une fourmilière, ça grouille dans tous les sens, avec un désordre apparent. Mais en réalité, si on regarde de plus près, on voit que ce n'est pas si désorganisé que cela. Aucune fourmi ne se cogne, elles suivent des chemins précis. Mais comment s'établit la communication pour l'organisation de leur société ? Comme tous les êtres vivants, les fourmis sont soumises au cycle de la vie. Ce qui les différencie des autres espèces animales, c'est qu'elles s'unissent pour être plus fortes. Bien que leur taille soit minime, si l'on réunit toutes les fourmis, leur masse dépasse celle de l'humanité tout entière. Les antennes des fourmis sont de véritables récepteurs sensoriels. Ils sont le siège de l'odorat, du goût et du toucher. Les fourmis ont également des mandibules pour s'alimenter et transporter de la nourriture. Leur abdomen abrite leur système digestif, respiratoire et circulatoire. La fourmi possède également un aiguillon pour injecter du venin à ses proies afin de se protéger. La fourmi est dotée d'un exosquelette en chitine. La chitine est une molécule de la famille des glucides. C'est un matériau très résistant et souple. Ainsi, une fourmi peut traîner jusqu'à 60 fois son propre poids et résister à une chute de plusieurs mètres. Dans le cas d'une chute libre, la fourmi est soumise à deux forces en opposition, son poids et la résistance de l'air. Puisque les deux forces s'annulent assez rapidement, la vitesse limite de la fourmi est donc très faible, aux alentours de 1 cm. Ainsi que la fourmi fasse une chute de 1 cm ou de 15 mètres, elle aura la même vitesse à l'arrivée et la force qu'elle subira sera équivalente. C'est ici qu'intervient son exosquelette en chitine qui lui permet de supporter l'impact. C'est au cerveau qu'arrivent les nerfs en provenance quasi exclusive des yeux et des antennes. Les fourmis possèdent également une portion d'estomac destinée à stocker la nourriture prédigérée afin de la redistribuer aux ouvrières. Cette partie est nommée jabot. De plus, elles sont dotées de ce que l'on pourrait qualifier de reins primitifs, les tubes de Malpighi, qui nettoient et débarrassent les déchets présents dans le sang. La fourmi possède de nombreuses glandes qui permettent la production d'hormones. Seules quelques-unes sont destinées à la production de phéromones et permettent une riche communication. Les glandes mandibulaires produisent des phéromones d'alarme. La glande tergale, présente uniquement chez les reines et les mâles, produit des composés attirant les partenaires lors de la reproduction. La glande pygidiale produit quant à elle des phéromones de fuite, ainsi que des allomones, odeurs destinées à faire fuir les fourmis étrangères. La glande du four permet la production de phéromones de piste, qui conduisent généralement à la nourriture. L'activité du composé est d'une centaine de secondes. Chez les fourmis, les ouvrières étant stériles, l'accouplement ne concerne que les jeunes princesses et les mâles, que l'on reconnaît grâce à leurs ailes. C'est lors du vol nuptial, aussi appelé essaimage, que les princesses s'en vont rencontrer les mâles des colonies voisines pour la reproduction. Dans les airs ou au sol, les mâles s'accouplent à la femelle. Puis, ils meurent rapidement, tandis que la femelle se laisse emporter par le vent pour atterrir loin de son nid. La fourmilière est un lieu de vie très organisé. Tout en haut, quelques soldats patrouillent près du nid en cas d'attaque. Juste en dessous, il y a le solarium, incubateur où les œufs mûrissent car la température est la plus chaude. Bien que la fourmilière ait une entrée principale, il y a plusieurs autres trous pour rentrer à l'intérieur des galeries. Le nid possède un dépotoir pour tous les déchets et les fourmis mortes. Les soldats séjournent dans la salle de garde. Il existe également une salle des larves. Les nourrices s'occupent des larves et nymphes avec leur salive antibiotique. La salle d'hibernation est une grande salle où les fourmis vont y vivre au ralenti pendant les mois d'hiver. Les œufs sont entreposés et triés dans la salle des œufs. La reine aussi possède sa propre salle. Elle y pond ses œufs. Des ouvrières s'occupent d'elle en permanence. Ainsi, plus les salles sont importantes, plus elles se trouvent en bas de la cité.
Le revêtement extérieur de la fourmilière est constitué de brindilles ou aiguilles de pin, qui permettent de se protéger des intempéries et avoir une bonne isolation. La forme et l'organisation du nid varient d'une colonie à l'autre. Voyons l'organisation type d'un nid. La fourmilière est divisée en 3 différentes castes de fourmis. Cette organisation est appelée polymorphisme. Il y a en général dans une fourmilière une seule reine, on parle de monogynie. C'est la plus grosse de toutes et la seule à pouvoir pondre. En effet, elle peut pondre jusqu'à 30 œufs par jour pendant 10 à 15 ans. Les princes et les princesses sont des enfants de la reine. Ils sont les seuls de la fourmilière à posséder des ailes. Ils siègent donc en haut du nid afin de s'envoler plus rapidement et plus facilement. Les ouvrières sont les plus nombreuses. Ce sont des femelles stériles dont la fonction est d'assurer l'essentiel des tâches non reproductrices. Celles-ci sont très variées. Approvisionnement en nourriture, soins au couvain et à la reine, construction des galeries, entretien du nid, défense de la fourmilière. On trouve ainsi des fourmis nourrices, soldats, croque-morts ou encore agricultrices. Les mâles ont pour unique rôle de féconder les princesses qui deviendront reines à leur tour, soit en créant une nouvelle fourmilière, soit au décès de leur mère. Mais comment se fait la différenciation de ces castes ? La détermination du sexe chez les fourmis est très différente de celui que nous connaissons. Il n'y a pas de chromosome X ou Y. La reine pond 2 sortes d'œufs. Elle peut à volonté ouvrir ou fermer sa spermathèque, donc laisser passer ou non des spermatozoïdes. Dans le premier cas, les œufs sont fécondés et possèdent 2 jeux de chromosomes, l'un transmis par la reine, l'autre par le mâle. Ces œufs diploïdes sont à l'origine de tous les individus femelles, qu'ils soient des reines ou des ouvrières. C'est leur alimentation qui les différenciera. Dans le second cas, les œufs ne sont pas fécondés, ils sont à l'origine des mâles de la société. C'est donc la reine qui est responsable du sexe de ses enfants. 2 modèles d'organisation sociale sont possibles chez les fourmis. Dans la forme monogyne, une seule fourmi est reine. Les nouvelles reines, nées dans la colonie, s'envolent pour trouver un mâle et se reproduire avant de fonder seules une nouvelle fourmilière. Dans la forme polygyne, plusieurs reines occupent une fourmilière. Les jeunes reines s'envolent et une fois fécondées, elles rejoignent une colonie proche et déjà établie afin d'y pondre ou alors elles restent dans leur nid d'origine. Il existe un gène appelé GP9, responsable de la fabrication d'une protéine odorante, étant lié à ces 2 types d'organisation adoptés par chaque fourmi. Cette découverte a confirmé l'importance de l'odeur dans l'organisation sociale des fourmis. Ce gène est localisé sur un chromosome très particulier nommé chromosome social S. Les fourmis porteuses de l'allèle grand B ne tolèrent qu'une seule reine. Au contraire, les fourmis porteuses de l'allèle grand B petit b en acceptent plusieurs, à condition que ces reines, elles aussi, soient du type grand B petit b. Les ouvrières reconnaissent et tuent en effet toutes les reines grand B qui s'approchent de leur fourmilière. Quant aux individus petit b, ils ne sont pas viables et meurent prématurément. Ainsi, tous ces paramètres structurent l'organisation globale de la communauté des fourmis. C'est la communication qui va permettre leur organisation au jour le jour. La communication chez les fourmis existe sous 4 formes: chimique, sonore, tactile et visuelle. Qu'est-ce qu'une phéromone ? Ce sont des hormones diffusées par les glandes exocrines ou par l'urine des espèces. Elles agissent comme des messages chimiques et leur permettent de communiquer entre elles. En cas de guerre, les fourmis utilisent différents moyens de communication pour ne pas s'attaquer entre elles. Les fourmis sécrètent des phéromones d'alerte. Les individus ayant été alertés produiront à leur tour ces mêmes phéromones et la colonie sera prévenue en un rien de temps. Un mélange de 4 phéromones produits par les glandes mandibulaires permet à un individu en détresse d'appeler et de guider du renfort. Voici un exemple d'une molécule de phéromone d'alarme. Dans cette molécule, on peut remarquer le groupe caractéristique carbonyle. C'est donc une cétone. Les cétones ont la propriété de dégager des odeurs et ainsi souvent utilisées dans les communications olfactives. Les fourmis peuvent se montrer guerrières face à une colonie rivale ou d'un individu d'une autre espèce. Les ouvrières font part de la guerre en cas de besoin. L'origine des batailles est territoriale, lorsqu'elles veulent défendre leur position ou au contraire agrandir leurs espaces. Au cours d'une bataille, les individus d'une même espèce se reconnaissent grâce à l'odeur émise par leurs phéromones. Lorsqu'elles sont en infériorité numérique, elles reculent et abandonnent une partie de leur terre. Voici une fourmi soldat.
Elle a développé des muscles de la tête bien plus importants, ce qui donne aux mandibules une force impressionnante. Les fourmis utilisent souvent l'acide méthanoïque pour se défendre en cas d'attaque. C'est un liquide fumant, incolore, mais qui dégage une forte odeur. C'est donc un acide faible, mais il ne faut pas le sous-estimer, car les fourmis en projettent en forte dose. Communiquer pour s'organiser. Se nourrir. Les phéromones permettent aux fourmis de trouver le trajet le plus court vers une source de nourriture. Les fourmis déposent des phéromones à l'aller vers la source de nourriture et au retour vers la fourmilière. La communication chimique est la plus utilisée car elle permet un échange rapide d'informations. Voici un exemple de phéromone de piste chez une fourmi coupeuse, Atta hexana. On peut remarquer un groupe caractéristique, l'ester. Les esters ont la particularité de dégager des arômes puissants, ce qui rend la molécule apte à servir de phéromone de piste car on peut les percevoir de très loin. Recruter. La communication tactile est utile pour le recrutement. La fourmi cherche à rassembler d'autres individus afin d'agrandir la colonie. Il effectue donc des interactions et des mouvements du thorax et de la tête. La recruteuse établit un contact d'une grande proximité avec la fourmi qu'elle souhaite recruter. Échanger de la nourriture. La communication tactile est surtout utilisée dans l'échange de nourriture. La fourmi demandeuse introduit alors une de ses pattes dans la gorge de l'autre fourmi. Cette dernière, par réflexe, va régurgiter de la nourriture liquide. C'est le phénomène de la trophalaxie. Demander de l'aide. La communication visuelle était surtout utilisée lors du stade primaire évolutionnaire. Une fourmi ayant besoin d'aide par exemple, va tourner autour de l'objet qui lui pose un problème afin d'être aidée. Lorsqu'elle est repérée par d'autres fourmis, elles viennent l'aider. Dans ce cas, seule la communication visuelle peut être utilisée car les autres types de communication ont une portée très faible. Alerter la colonie grâce aux stridulations. Grâce aux stridulations, les fourmis peuvent échanger des messages sonores. Les stridulations sont des crissements aigus provoqués par le frottement d'un mince grattoir traversal situé sur la taille, contre un plateau de fines crêtes parallèles situées sur la surface adjacente de l'abdomen. Ces dernières ont une intensité très faible. L'oreille humaine a du mal à les distinguer. Les fourmis elles-mêmes ne les entendent pas, à proprement parler, mais les distinguent grâce à leurs pattes ultrasensibles qui leur permettent de capter les vibrations transmises dans le sol par la stridulation. En cas de dégâts de la fourmilière, il est possible qu'une fourmi puisse rester coincée sous terre. La fourmi émettra donc un signal qui se propagera dans le sol. Ce signal, par la suite capté via les pattes des autres fourmis, permettra le secours de cette première. Pour conclure, nous pouvons retenir que l'organisation sociale est déterminée par des facteurs comme la génétique ou la fécondation des œufs. C'est la communication riche et variée entre les insectes qui leur permet au quotidien de vivre cette organisation.